Bonjour, Emmanuel François. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Jean-Marc Porche, architecte et responsable d'un beau projet dont il va parler, de boucle locale d'énergie sur les communautés de communes de Chantilly. Laurent Schmitt, président de Digital for Grids et directeur général de Decibel, société entreprise canadienne qui est dans le pilotage énergétique et notamment aussi les bornes de recharge bidirectionnelles en courant continu. Et qui va vous parler aussi de ce projet sur la partie technologique et pilotage. Éric Jouzot, Wise Energy, qui est sur un autre projet, le projet de Sassenage, qui a été initié par Fabien Zerba. C'est ça, hein? Oui. Et qui est propriétaire des relais de Sassenage. Alors, on parle de boucle locale d'énergie aujourd'hui. De quoi s'agit-il et pourquoi? On voit qu'effectivement, avec l'électrification des usages, on est de plus en plus contraint d'aller aussi vers une production ou des réseaux hybrides, à la fois des centrales nucléaires qui vont délivrer effectivement de l'énergie de manière continue, mais aussi pour répondre aux pics de consommation et puis aux variations tarifaires, d'assurer une certaine production locale et aussi du stockage local. Donc c'est l'objet de ces boucles locales d'énergie. Ça commence à émerger. On en a parlé la première fois l'année dernière. Cette année, on reparle de cela. Entre-temps, l'Europe a bien avancé et pousse aussi sur cette initiative d'aller de plus en plus vers des boucles locales d'énergie, c'est-à-dire, on vous en parlera, mais c'est donc répartir la production, le stockage, la consommation à l'échelle d'une boucle qui en France est de 2 km d'une manière générale, mais qui peut aller, je crois, c'est en Autriche, à 10 km. Donc on voit que c'est flexible et que ça a tendance à évoluer. Certains vous diront, et c'est pas nous forcément ici, c'est même Enedis, qu'en 2030, c'est-à-dire bientôt, c'est presque demain, on pourrait avoir 50% de la production énergétique française qui serait d'origine boucle locale d'énergie. Voilà, donc on voit bien que c'est une tendance de fond. Cependant, il faut s'interroger sur l'investissement, le modèle économique, la technologie utilisée, le pilotage et également la gouvernance pour, on va voir, intégrer toutes les parties prenantes et également qu'il y ait un bilan économique, environnemental et aussi social qui soit le plus performant. C'est fondamental. On voit bien que si la population locale n'est pas forcément embarquée dans des projets de boucle locale, eh bien, ça peut poser quelques problèmes à la fois, surtout des problèmes organisationnels et politiques. Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer déjà par du concret. Et en donnant tout de suite la parole à Jean-Marc Porche, que j'ai rencontré il y a 1 an, et qui est à l'origine d'un projet sur Chantilly, qui est parti de zéro, avec son bâton de pèlerin, et aujourd'hui, grâce à nos parcours respectifs, l'appui de Laurent Schmitt, qui est arrivé à un vrai projet, et qui aujourd'hui pourrait faire figure de vitrine de première européenne pour la partie pilotage et la partie inclusion sociale. Je te laisse la parole. D'abord, comment tu es venu à ce projet et puis, effectivement, comment tu l'as mené? Alors, comme on vous l'a dit, donc, je suis architecte et je fais un peu d'urbanisme, ou plutôt je fais un peu d'urbanisme et aussi de l'architecture. Quand on a démarré le travail, on partait de la thématique de la rénovation énergétique. Et en tant qu'architecte, ça nous parle forcément. Et surtout, on était au moment où, il y a 1 an et demi, 2 ans, les tarifs étaient en train de s'envoler et il y avait une catastrophe qui était annoncée de toutes ces passoires thermiques qu'on en avait un peu partout.
Et donc, en fait, on a commencé par proposer aux politiques du secteur, à la fois aux collectivités, les communes, les Comcom, une réflexion territoriale sur comment est-ce qu'on peut aborder la thématique de la massification des interventions pour traiter de la rénovation énergétique. Dans cette approche de la rénovation énergétique, on avait affiché quatre thèmes. La première, ce sont les thèmes des usages, parce que parler de sobriété sans se poser la question des usages et sans les remettre non seulement en cause, mais trouver d'autres solutions, c'est une thématique très importante. Bien évidemment le bâti, c'est-à-dire qu'effectivement une tente et une maison moderne, ça ne réagit pas de la même façon thermiquement. Le troisième volet qui nous paraissait essentiel, c'était la thématique du mix énergétique. On est en France avec une espèce de diktat du tout quelque chose. Voilà, on nous a inventé du tout électrique, du tout gaz. Aujourd'hui, c'est le tout pompe à chaleur. Avant, on a eu du tout pelé. Enfin bon, tout ça qui amène en fait à des difficultés et surtout à une impossibilité derrière, une fois que c'est tout quelque chose, de revenir facilement en arrière. Et quand on parle de mix énergétique, forcément, on tombe très vite sur les énergies renouvelables locales avec production locale. Et donc, en fait, c'est tout ce cheminement auprès d'associations d'entreprises et de collectivités qui ont fait qu'à un moment donné, dans ces quatre thèmes, la thématique de la production d'énergie locale est sortie très vite. Pourquoi ? Parce que les autres thèmes sont importants, mais la rénovation des bâtiments, là, c'est un casse-tête et ça coûte cher et ça n'apporte pas grand-chose à personne, alors que avoir des énergies locales avec un tarif maîtrisé, là, ça parle directement. Et c'est l'histoire, en fait. Tout à l'heure, ce matin, il y a quelqu'un qui a parlé de Poutine qui a déclenché le problème. Mais c'est vrai que l'augmentation des tarifs de l'énergie a ouvert un grand débat sur ces notions. Très vite, donc, le maire de Coix-la-Forêt, qui se trouve donc dans la communauté de communes de Chantilly, m'a dit, mais moi, ça fait 2 ans que je travaille sur du photovoltaïque, mais en fait, ce qu'on me propose, c'est d'équiper mes bâtiments et de consommer dessous. J'y vois pas grand intérêt, c'est compliqué, et donc... parce que j'avais rencontré Emmanuel précédemment, je lui ai dit mais il y a peut-être d'autres façons de réfléchir à ce qu'on peut faire en photovoltaïque et ne pas rester sur les anciens modèles qui étaient je pose du photovoltaïque et je revends à tout au système, ou je pose du photovoltaïque et je consomme sous mon bâtiment, mais on peut faire beaucoup mieux avec donc cette nouvelle notion qui a quelques années maintenant, donc des boucles en autoconsommation collective. Donc je ne sais pas si vous voyez... C'est plutôt le schéma d'après. Ça, c'est la courbe qui fait qu'effectivement, le prix de l'énergie montant, tout le monde se pose des questions et essaie de trouver une solution. L'idée, c'est d'assembler, enfin, je pense que tout le monde ici, ce que c'est qu'une boucle de consommation collective, l'idée, c'est d'assembler sur un territoire, et je reviens à mon métier d'architecte et d'urbaniste, on est dans la notion d'aménagement du territoire. Donc, sur un territoire donné, en l'occurrence, là, il s'agit d'une commune, mais très vite, vous allez voir qu'on va passer à l'échelon intercommunal. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à la production énergétique et quand on a réfléchi à cette production énergétique, comment on partage cette production en faisant intervenir les commerçants, en faisant intervenir les particuliers, les bâtiments publics bien évidemment, et aussi les sites de production. Donc on se trouve sur un secteur où il y a un propriétaire terrien qui a beaucoup d'espace au plein cœur de la ville, on va dire, puisque c'est une petite commune, mais qui fait partie de cette agglomération de Chantilly. Et donc, au cœur de la ville, il y a des espaces qui sont libres aujourd'hui et sur lesquels on pourrait installer jusqu'à 3 mégawatts crête de panneaux pour produire. Et donc, c'est tout le travail que l'on a fait depuis le mois de juillet l'année dernière avec la commune pour bâtir cette réflexion. Et il y a quelques mois, la commune, voyant l'ampleur que ça pouvait prendre et l'intérêt que ça pouvait prendre, nous a demandé de leur proposer un montage économique sur ces sujets-là. Pour ce faire, nous nous sommes associés avec la société Serenison, dont le président est présent, pour proposer effectivement à la commune de travailler sur cette boucle à prévoir. C'est là où on en est aujourd'hui. Ça s'est fait avec l'intervention d'un bureau d'études qui a fait un diagnostic sur la commune pour montrer les possibilités sur la commune de faire la chose, donc le cabinet KLC qui est présent. Et chemin faisant, pendant tous ces mois, très vite, parce que j'avais rencontré Laurent Schmitt, on a parlé des thématiques de gestion de la production, d'optimisation dans cette gestion et du stockage. Et aujourd'hui, à partir de cette notion de
boucle d'autoconsommation collective où on va partager la production et donc partager aussi la valeur. C'est aussi un peu notre démonstration. Si on veut optimiser les taux d'autoconsommation et pas rester à ce qu'on propose aujourd'hui avec les boucles à 25%, 30%, si on veut aller plus loin, la thématique de la gestion et de l'optimisation de cette gestion et le stockage qui est vu de manière fixe ou de manière mobile, c'est le travail qu'on est en train de faire. Et dans les mois qui viennent, avec notre associé Serenison, nous allons proposer une organisation sur la commune de Cois-la-Forêt autour de cette boucle qui intégrerait cette gestion et ce stockage. Si on passe à la slide suivante, vous allez voir que les terrains disponibles permettent en fait non pas de s'arrêter à 3 mégawatts crête, mais d'aller plus loin. Et en fait, très vite, on comprend, je voyais des boucles. Aujourd'hui, on peut avoir une réflexion dans les boucles d'autoconsommation collective à 2 km, 10 km dans le périurbain et 20 km en rural. Et à partir de la zone de production de Cois-la-Forêt, en fait, aujourd'hui, on voit très bien que l'on peut déployer 1, 2, 3, 4 boucles qui pourraient traiter l'ensemble du territoire. Encore une fois, je reviens à mon métier d'aménageur du territoire et c'est comme ça que je conseille la commune. Voilà. Et là, vous avez réussi à convaincre à la fois la collectivité et puis certaines parties prenantes, c'est bien ça? Exactement. Le travail, ça a consisté d'assembler les intérêts de la commune, les intérêts des particuliers, donc les habitants, et puis ceux des commerçants et des artisans de la commune. C'est une commune où il n'y a pas d'industrie, mais en fait, si on reprend le schéma là, on va aller chercher des zones où il y a de l'activité, où il y a des équipements importants, on parle d'une piscine, et en fait le travail de la boucle, c'est bien d'intégrer l'ensemble des consommateurs potentiels sur un territoire donné, et encore une fois, l'idée c'est d'essayer ou d'aller dans le sens de l'autoconsommation à 100%, on ne pourra jamais autoconsommer 100% de la production, mais si on arrive à 70, 80, 90%, et je pense que les modèles montrent que c'est possible, en passant par des phénomènes de stockage, d'utilisation des voitures et de la gestion, alors à ce moment-là, on a fait un vrai travail d'aménagement du territoire. Quelque part, c'est mutualiser à la fois la production, la consommation, et être en capacité de décaler aussi certains usages pour permettre effectivement une meilleure adaptation. Mais je pense que Laurent va nous en parler, c'est bien ça? Alors Laurent, oui, justement, parce que pour ça, effectivement, il faut une plateforme, il faut des outils numériques. Tout à fait. Donc, et puis il faut modéliser. Donc ce qui est intéressant, c'est comment tu as modélisé et analysé. D'accord. Donc, éventuellement un peu de perspective sur le projet. Moi, je ne suis pas urbaniste, architecte, je suis ingénieur de systèmes électriques intelligents. J'ai fait ça pendant 20 ans et j'ai beaucoup travaillé avec Enedis RTE, notamment en France, sur des projets comme Nice Grid, Smart Grid Vendée, des choses comme ça, sur lesquels on a beaucoup réfléchi dans ces projets sur la thématique de la flexibilité et de la flexibilité du réseau électrique en lien avec l'intégration des énergies renouvelables. Dans ces projets, on s'est toujours aperçu que l'enjeu, c'était d'engager le citoyen, engager le client final à jouer un rôle dans cette flexibilité. Ensuite, j'ai passé 4 ans à Bruxelles, où j'ai pas mal travaillé sur le code du marché électrique européen, où je me suis aperçu que dans ce code, il y avait à peu près un quart des articles de loi qui traitaient du sujet de la flexibilité, du sujet des communautés énergétiques et du sujet du placement du citoyen au cœur du système électrique. Donc ça m'a donné l'occasion de travailler dans le détail sur ces textes de loi. Et suite à ça, en revenant entre guillemets en France, je me suis dit c'est à peu près évident que le renouvelable qui va se déployer très vite, c'est l'énergie solaire. C'est à peu près évident que si on n'arrive pas à mobiliser le citoyen, le système électrique va devenir très rapidement surchargé. Ce qu'on voit dès aujourd'hui en Hollande, par exemple, en Californie, où concrètement on ne peut plus connecter de panneaux solaires au réseau électrique. Et donc, il faut absolument réfléchir à une logique qui, quelque part, s'auto-optimise localement à l'interface du système électrique. Et c'est là que j'ai rencontré un peu par hasard la thématique des boucles locales d'énergie, comme l'a fait Serenison, qui a été pionnier, je pense, sur ces sujets-là en France. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement la brique qui manque pour engager le citoyen dans cette thématique-là et pour réfléchir à une optimisation autour de la boucle locale. Donc consommer d'abord sur un circuit court
avec l'objectif de faire des économies au niveau des acteurs de la boucle locale, mais aussi d'éviter que le réseau sature dans les périodes où il y a beaucoup d'énergie solaire. L'énergie solaire a un avantage aujourd'hui, c'est qu'elle est moins chère que la plupart des autres moyens de production. Elle a de plus en plus un gros inconvénient, c'est qu'elle produit à un moment où on ne veut pas qu'elle produise, puisqu'il y a globalement souvent peu d'usage à ce moment-là. Et donc, on va vraisemblablement être amené à les lier à d'autres moyens plus flexibles. La charge de véhicules électriques, du stockage. Le stockage a l'inconvénient d'être relativement cher. Mais ce qui va venir assez rapidement, on pense, c'est la gestion bidirectionnelle de la charge de véhicules électriques. Donc, autrement dit, utiliser la batterie d'un véhicule comme moyen de stockage pour le réseau électrique. Alors, pour réfléchir... Ce que tu es en train de dire, juste, c'est que si on laisse effectivement tout acteur, enfin les particuliers, les industriels, etc., mettre des panneaux photovoltaïques sur leurs bâtiments sans les intégrer dans des boucles locales et sans mettre en place des outils de décalage de la consommation, c'est-à-dire il faut du stockage. En fait, c'est pas rentable. C'est pas rentable parce qu'effectivement, on sera sur des périodes où finalement le kilowattheure sera acheté même à prix négatif presque. Ce qu'on voit aujourd'hui, en Espagne par exemple, on en vient à produire. Il n'y a plus énormément d'incitation à produire du solaire en tant que tel, parce que pendant les heures solaires, l'électricité est gratuite, et donc évidemment il y a un vrai problème de valorisation. Et donc, il faut absolument repositionner l'usage autour de cette énergie solaire. C'est un message clé. C'est un message absolument clé. Donc là, j'ai rencontré Serenison, etc. Et Jean-Marc en particulier, où on s'est dit, qu'est-ce que va devenir la boucle locale d'énergie? Pas aujourd'hui, mais dans 5 ans. Qu'est-ce que sera la boucle locale d'énergie 2.0? Donc ce sera vraisemblablement une boucle locale d'énergie avec énormément d'énergie solaire. Quand on voit la loi d'accélération d'énergie solaire, on va avoir du solaire partout, sur tous les toits. Sur des ombrières, etc. Donc un réseau électrique, bien évidemment, qui va être saturé. Donc des prix d'électricité extrêmement volatiles quand il y aura un surplus dans le système. Et donc un vrai rôle de gestion et de pilotage de ce surplus de production photovoltaïque entre les acteurs d'une boucle locale d'énergie. Donc évidemment, quand j'ai rencontré Jean-Marc et la collectivité locale, la première réaction, c'est il n'y a pas de modèle économique sur le stockage. Il n'y a pas de modèle. La gestion bidirectionnelle de véhicules électriques, ça n'existe pas. Et donc, il y a un facteur lié à l'anticipation, on va dire, de l'innovation industrielle. Mais il y avait aussi un facteur lié au calcul du modèle économique. Et là, ce qu'on a décidé avec Jean-Marc, on dit on ne va pas se faire abattre par des calculs trop simplistes. On va aller dans le détail du calcul. Et on a créé un jumeau numérique qui démontre en fait que le modèle économique, il est quasiment là dès aujourd'hui, sous réserve d'anticiper, on va dire, des modèles de tarification à l'échelle de la boucle énergétique qu'on a discuté avec Serenison, qui permettent de valoriser, on va dire, ces capacités flexibles à l'échelle d'une boucle locale d'énergie. Donc voilà où est-ce qu'on en est. On a soumis 2-3 projets au niveau européen et aussi au niveau de la région Hauts-de-France. Parce que ça reste encore, on va dire, un pilote, dans le sens que ça n'a jamais été vraiment implémenté complètement, dans lequel maintenant on souhaite vraiment tester des modes de pilotage en interaction avec des véhicules électriques qui se chargent de manière bidirectionnelle, avec de la flexibilité dans des bâtiments, avec du stockage, et finalement toutes les flexibilités que les particuliers souhaitent amener dans cette boucle. On a voulu un modèle extrêmement ouvert, on n'a pas voulu favoriser un seul modèle de citoyen, et on a voulu finalement bénéficier de tout le savoir-faire de Serenison dans ce domaine-là. Nous, on a modestement aidé à assembler un consortium industriel qui soit capable de livrer une solution de bout en bout, chose que j'ai très souvent fait dans mon passé au travers des projets Smart Grid historiques dans lesquels j'étais impliqué. Donc, mais Laurent, si je me souviens bien, c'est quand tu dis tu as modélisé, c'est-à-dire que tu as défini des personas. Donc la modélisation, effectivement, a nécessité de définir des profils d'usage liés au bâtiment, mais surtout liés à la segmentation des usages résidentiels, en repartant sur des méthodologies marketing classiques de définition de persona, en ciblant, on va dire, des gens qui ont du véhicule électrique, qui ont du gaz, de l'électricité, qui ont du stockage, qui ont un véhicule monodirectionnel, bidirectionnel.
et sortir finalement des courbes de charge que tout le monde utilise aujourd'hui sur le marché, qui sont les courbes de charge de profilage classique, qui ne reflètent pas du tout les caractéristiques précises de ces usages-là. Donc on est allé dans un travail de fourmi extrêmement fin, et finalement on s'est aperçu que le modèle économique associé, il n'est pas si loin que ça, il est même très proche. Il suffit de quelques ajustements réglementaires, et le cadre européen va les faire pour faire en sorte que ça passe rapidement à l'échelle. Et donc là, on voit à l'écran. Donc j'ai pas trop commenté l'écran parce que malheureusement je ne le vois pas. C'est assez intéressant parce qu'on voit que vous allez piloter directement chaque maison, par exemple individuellement. Vous allez agir directement sur le thermostat. Au travers d'une consigne de prix. Alors il y a deux modèles. Il y a un modèle de contrôle explicite de la flexibilité par le gestionnaire de la boucle locale. Donc là, un contrat de type je vous donne le droit d'opérer la flexibilité d'un usage, ou un modèle implicite qui, au travers d'un signal prix, dans lequel le client installe des solutions d'énergie management locale à l'échelle d'une maison, comme le fait Décibel par exemple, mais pas seulement Décibel, et donc il sera capable de répondre à un signal prix qui sera fourni par la communauté dans son ensemble. Là, je vais parler de quelque chose un peu qui est un peu nouveau en France. Le signal prix de l'électricité, à mon avis, il va devenir dynamique. On en a parlé ce matin. Ça fait un peu peur aux gens, mais en fait, c'est complètement faux. Quand on a une batterie et un véhicule électrique, je pense que les citoyens vont très vite s'apercevoir que vaut mieux être dans un signal dynamique, parce qu'on peut faire beaucoup d'argent avec, plutôt que rester dans un signal plat qui est très souvent indexé sur du nucléaire, qui n'est pas forcément la meilleure option dans le contexte actuel du marché et de sa volatilité, notamment en lien avec le surplus des énergies renouvelables fournies par la boucle locale d'énergie. Si vous voulez en savoir plus sur le jumeau numérique qu'on a créé, n'hésitez pas à venir me voir ou m'envoyer un email. Je serai ravi de partager un peu avec vous les premiers retours d'expérience qu'on peut envisager en termes de business model. Mais entre dynamique et l'autre, tu parles, c'est le modèle dynamique ou le modèle... Donc ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, dans un cas, il y a un acteur qui décide pour tout le monde. Dans un cas, il y a un acteur central qui décide, l'acteur pouvant être un agrégateur de flexibilité. C'est ça le problème. Mais encore une fois, pour moi, c'est un choix de gestion. Est-ce qu'on souhaite soi-même être exposé à un prix dynamique ou non? Ou est-ce qu'on souhaite confier cette responsabilité à un acteur central? Ou est-ce qu'on est plus joueur, si je puis dire, et on accepte de trader son électricité? C'est comme dans le monde de la finance. Il y a des gens qui préfèrent mettre leur argent sur des assurances vie, d'autres qui préfèrent acheter et optimiser des actions. Pour moi, c'est le même type d'interaction, même type de choix. Sans rentrer dans ce détail, c'est que si on prend par exemple une infirmière qui veut charger son véhicule, qui a besoin de charger son véhicule tous les soirs pour faire une tournée le lendemain matin, si on est en période de pointe, il y aura une directive qui fera qu'elle ne pourra pas charger parce qu'effectivement... Ce sera très cher de charger. La Commission européenne essaye d'éviter des obligations de type je coupe le chargement, je coupe les pompes à chaleur. Ça, ce sera vraiment en dernière ressource s'il n'y a plus de capacité dans le réseau électrique. Et on essaye d'aller vers des incitations financières où ça devient tellement cher qu'on va avoir de l'intelligence pour charger au bon moment. Mais si on veut un modèle social, justement, c'est mieux de prendre en considération. Et il y a des usages qui, bien évidemment, ne sont pas flexibles. Et il ne faut surtout pas aller sur de la tarification dynamique si on a juste une pompe à chaleur chez toi, dans une maison mal isolée, parce qu'alors là, on est exposé au mauvais moment au prix de l'électricité, au prix cher de l'électricité. C'est pour ça qu'effectivement, la notion de boucle d'autoconsommation collective, où on intègre tous les occupants d'un territoire, a du sens parce que c'est par les usages directement de chacun des habitants, de chacun des commerçants, des bâtiments communaux par exemple, que l'on pourra traiter de cette flexibilité de manière plus précise. Et ça restera, et j'en reviens à ma notion d'aménagement du territoire. Si on laisse simplement des agrégateurs traiter de la question, très vite, la notion du territoire disparaîtra au profit de la gestion de l'agrégateur. Or, si on veut que ça marche à plein, et ça c'est le modèle du jumeau numérique qui le montre, c'est bien parce que l'ensemble des habitants, des administrés d'un territoire pourront prendre en charge la réflexion et du coup modifier leurs usages. Et c'est là où en fait toute l'optimisation pourra se faire. Ce que j'ai compris, c'est que vous travaillez en termes de gouvernance
sur des clés de répartition, à la fois sur les niveaux d'effacement ou de flexibilité et aussi sur les tarifs. C'est bien ça? La délicatesse, pour aller vers la l'inclusion de délicatesse, tout. Voilà. exactement. La délicatesse, c'est effectivement de trouver les bonnes clés de répartition dans une communauté avec des acteurs qui sont différents les uns des autres. Et ça, c'est essentiel. Et je pense, enfin on en reparlera en conclusion, mais je pense qu'effectivement, si on veut généraliser les boucles locales d'énergie à l'échelle des territoires, il faut justement avoir cette finesse en agissant et en donnant la possibilité à une communauté de définir elle-même les clés de répartition. Absolument. Et du reste, si à un moment donné, on a proposé à Serenison de s'associer à notre démarche, c'est justement parce qu'ils ont cette expérience de la gestion multi-acteurs à l'intérieur d'une même boucle. Et c'est une expérience, alors unique peut-être pas, mais en tous les cas importante en France en tout cas. Très bien. Et donc on leur a dit, venez avec nous, on a des choses à faire ensemble. Alors on reviendra après sur la gouvernance numérique, on parle du numérique, la place des données. Mais ce que je propose, c'est qu'on prenne un deuxième exemple, peut-être plus simple, mais dont la genèse est à peu près la même, mais qui est justement très complémentaire avec votre démarche. Donc, je donne la parole à Fabien, peut-être d'abord, propriétaire de l'hôtel René de Sassenage, qui va nous parler de la genèse de son projet déjà. Comment il y est arrivé? Bonjour à tous. Donc, je suis propriétaire d'un hôtel-restaurant sur Sassenage à côté de Grenoble, 47 chambres, un restaurant et une piscine et des salles de réunion. On a signé un contrat électricité en 2022, là où le tarif était le plus élevé, où on a pris x3 sur le contrat d'électricité. Donc on est passé de 30-32 000 à 100 000 euros par an à peu près. Donc la première réaction que j'ai eue, c'était d'appeler Eric, qui est beaucoup plus intelligent que moi, en lui disant voilà le problème que j'ai. Aujourd'hui, je vais dépenser 60-70 000 euros de plus que les autres années. C'est grosse maille notre résultat à l'année, ce qui veut dire que pendant 3 ans, on va finir à zéro, et en admettant qu'il n'y ait pas d'autres problèmes entre-temps. Donc on a commencé à réfléchir avec Eric sur comment minimiser cette dépense-là. La première réflexion, c'était de dire tous les kilowatts qu'on ne va pas consommer, c'est ce qu'on va gagner. Or, on est dans un hôtel, on a besoin de confort, on a besoin que les clients aient chaud quand ils arrivent en hiver, qu'ils fassent frais dans la chambre quand ils arrivent en été. On a une contrainte de service puisqu'on est restaurateur, donc on a une contrainte le midi et le soir avec des appareils qui sont très énergivores, même si c'est des appareils qui sont très récents. Voilà, on a des appareils qui font 15-16 kilos. Quand ils se mettent en route, quand on a 3-4 en même temps, ça fait beaucoup de consommation. Donc la première réflexion d'Eric, c'était de dire tu peux essayer de produire ton électricité et l'autoconsommer. Sauf que pour dimensionner ça, il fallait, pour dimensionner nos pics de consommation, il fallait une très très grosse installation qui n'était pas forcément possible puisqu'on est en zone inondable sur l'établissement. Donc on n'avait pas forcément la possibilité d'installer 60-70 kilos d'un coup. Donc Eric a suggéré qu'on entre dans un collectif. Il se trouve que j'ai un bâtiment de 150 mètres carrés qui est à 200 mètres de l'hôtel et qui nous a permis donc d'installer 2 sites. Donc le premier site qui fait 20 kilos est uniquement un site producteur puisqu'on a quasiment pas de consommation sur ce point de production. Et on a installé 36 kilos sur le toit de l'hôtel, enfin sur toutes les toitures, avec l'objectif de racheter les 20 kilos qui sont produits sur le deuxième site entièrement à l'hôtel. Donc aujourd'hui, on a 56 kilos de production, enfin d'installer, ce qui va représenter au pic, au mieux du mieux, 60 kilos à peu près. J'ai mon installateur qui est ici, donc j'essaie de ne pas dire de bêtises. On va produire à peu près 60 kilos et nous, en puissance instantanée, on a un compteur à 120 kilos et on consomme sur les pics 90-95 kilos. Donc il en manque un bout. Il en manque un bout aussi pour combler notre consommation en termes de kilowatts, puisque les usages qu'on a aujourd'hui, c'est des pics qui sont très fractionnés sur la journée.
Donc on a rentré ces 2 sites en autoconsommation collective avec l'objectif de faire rentrer des voisins qui sont en passe de rentrer dans les semaines et dans les mois qui viennent, qui ont des profils de consommation différents des nôtres. C'est de l'industrie tertiaire. Donc ils ont un profil de consommation où ils vont beaucoup consommer le matin, beaucoup l'après-midi, très peu entre midi et 2, où on a besoin d'électricité nous, pas du tout le week-end, ils consomment puisqu'ils sont fermés, donc ils n'ont pas de consommation sur le week-end, et généralement ils ferment entre 15 jours et 3 semaines l'été, ce qui nous permet nous, en étant ouverts 365 jours par an, de pouvoir consommer cette électricité-là. Le gros avantage de ce collectif, c'est qu'on fixe le prix de rachat entre nous. Alors aujourd'hui je suis tout seul, donc c'est plutôt simple, mais on essaye de se mettre en dessous du prix auquel on achète l'électricité à notre fournisseur aujourd'hui et au-dessus du prix auquel EDF est obligé de nous racheter aujourd'hui. Donc c'est un mix aujourd'hui financier dans lequel on va trouver notre équilibre. Aujourd'hui on a peu de recul puisqu'on a fini l'installation en novembre. Décembre, janvier, février, ce ne sont pas les mois les plus ensoleillés de l'année. Donc là, on va commencer à avoir les fruits de cette installation dans les mois qui viennent, mai, juin, juillet, août. On a eu beaucoup de freins à l'installation de tout ça. Moi, je suis ERP, donc en 4e catégorie. On a des gens qui dorment dans l'hôtel. Donc les pompiers sont très vigilants sur notre façon d'appréhender le photovoltaïque, de prévenir tout ce qui pourrait se passer autour des onduleurs notamment. On a ce problème d'inondation qui nous a beaucoup freiné au début, où on n'a pas pu installer tout ce qu'on voulait en termes d'infrastructure, notamment au sol. Et voilà, on a buté sur beaucoup de problèmes réglementaires, juridiques, notamment sur le fait que quand on installe au sol, on ne peut pas revendre à EDF. Voilà, on a eu beaucoup de problèmes intrinsèques au projet. On a essuyé beaucoup de plâtre. Aujourd'hui, je pense qu'on est à la fin des plâtres. On va attaquer à la peinture et on commence à avoir quelque chose qui va très bien tourné pour nous en interne, et on attend avec impatience les voisins dans le collectif pour encore baisser ce retour sur investissement. Merci Fabien. Merci. Alors, on va parler pilotage. Tu as Ouais. 5 minutes, même pas. Ouais. Alors, juste pour faire le lien, parce que en fait, ça se rejoint. En fait, on est en train de bâtir là-bas, pardon, une solution qui a les mêmes ambitions pour les mêmes raisons et avec les mêmes conclusions. Moi, je viens du monde de l'intelligence artificielle, donc je savais que la solution technique, d'optimisation à une échelle, pourvu qu'elle soit pas trop petite, elle existe. On essaye de bâtir là un collectif pluriproducteur. En fait, on savait que la solution technique était possible. La question, c'est pragmatiquement parlant, comment on fait? Parce que je pense que vous avez bien résumé le truc. C'est tout un problème d'engagement. D'une collectivité. Donc c'est ce qu'il y a de plus compliqué à obtenir, surtout rapidement. Donc on a eu la chance de tomber sur Fabien qui a bien voulu prendre le premier risque et puis il l'a pris de face, hein, donc, comme il vient de le dire. Mais c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que au début, les discussions qu'on avait avant la catastrophe de l'annonce des factures, on discutait plutôt de solutions smart à mettre à l'intérieur pour créer de la flexibilité intrabâtimentaire juste sur la consommation. On s'est rendu compte rapidement que ça ne pouvait pas résister à ce qui se passait. Et donc, on va faire de la flexibilité intrabâtimentaire avec de la production. Et puis ça ne suffit pas. Donc, il faut un deuxième étage de flexibilité qui est l'étage de la communauté. Et puis après, il y a un troisième étage de flexibilité qui est l'étage de la grid. Bon, pour l'instant, il est là. Donc, on n'est pas encore dans la problématique de... ils vont plus acheter à midi en juillet parce que c'est plus possible. Mais c'est intéressant parce que... une plateforme. Hein? Vous avez mis en place. Oui, alors on savait, enfin en tout cas je savais moi quand j'ai cherché un partenaire que j'avais besoin d'un partenaire qui savait gérer une infrastructure numérique Cardam lourde, Digital, c'est ça? qui est Cardam Digital que je remplace. D'ailleurs, je Ouais. fais juste 2 secondes pour excuser Alexandre qui devait parler à ma place aujourd'hui de Cardam Digital.
Et donc, en fait, c'est le même genre d'association, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchissait un peu à comment ça marche localement et comment on implique les gens, et puis quelqu'un qui dispose d'un outil technique qui n'est pas un outil technique électrique, qui est un outil technique digital. Parce que, en fait, la vraie problématique de ça, c'est de gérer des facturations dans tous les sens, avec des prix complètement différents. Entre les échanges bidirectionnels ne sont pas forcément à même prix, et ils peuvent être différents en fonction de tous les acteurs qui s'échangent de l'énergie. Donc on voit bien la complexité que ça va créer, qu'elle est exponentielle avec le nombre de gens impliqués, et que évidemment que c'est pour ça qu'on a un tarif flat au niveau de l'État, parce que sinon, si tout le monde est producteur, vendeur d'énergie et acheteur d'énergie, ça ne marche plus en termes de complexité, même à l'échelle d'un département, quoi. Donc on peut le créer à une échelle de 2, 10, 20 km, qui a en plus le bon goût d'être fonction de la densité de la population. Donc on va obtenir en fait des nombres de participants qui devraient être relativement stables. Et ce à quoi on réfléchit maintenant, c'est comment le cadre réglementaire aujourd'hui nous permet, jusqu'où il nous permet d'aller dans ce domaine-là. Pour l'instant, on n'en est pas encore à intégrer la bidirectionnalité des batteries parce que concrètement, on ne sait pas le faire. Donc on sait que ça sera intéressant, etc. Alors intéressant financièrement peut-être, environnementalement parlant, pour l'instant j'ai eu des gros doutes. Mais en tout cas, des capacités de stockage dans ces boucles, c'est sûr que ça sera un gros plus. Ouais. Mais ce qu'on voit, Eric, peut-être on finira là-dessus, c'est que grâce à la plateforme et aux outils numériques, vous décalez la consommation, ce qui permet effectivement de lisser la courbe. En fait, ce qu'on voit là, c'est le premier niveau, c'est-à-dire ce que j'appelais la flexibilité intra-bâtimentaire. Alors, pour être très concret, Fabien, il a des ballons d'eau chaude qui préparent l'eau chaude pour les douches des clients dans l'hôtel. Il y a de la flexibilité sur quand est-ce qu'on les démarre, quand est-ce qu'on les arrête. Ça permet déjà de décaler des choses. En face, on va faire rentrer un imprimeur et puis quelqu'un qui a une entreprise de tôlerie. Ils ont aussi quelques charges qui peuvent être décalées, pas beaucoup. Hein. La plupart des gens ont des process qui sont un peu tenus dans le temps, mais quand même. Eh bien, s'ils peuvent faire pareil, ils vont optimiser leurs factures. Et si on arrive à les mettre d'accord, alors c'est l'IA qui va le faire, hein, c'est pas quelqu'un devant qui va prendre son téléphone, pour que ces décalages soient en opposition de phase et créer des bosses en face des trous, eh ben, on aura une flexibilité interbâtimentaire qui permettra d'aller au bout du bout de ce qu'on sait faire aujourd'hui sans stockage sur l'adéquation entre la consommation et la production. Voilà. Et on voit que si on ajoute les recharges de véhicules, ça permet potentiellement aussi de décaler. Et puis surtout, déjà, ça permet de traiter le problème de la nuit. Sont bidirectionnels, ça permet en plus d'avoir des unités de stockage. Voilà. Alors on peut se douter aussi qu'une partie on n'est pas les États-Unis aujourd'hui. En France, quand on regarde une consommation classique de bâtiments, on a une courbe en baignoire qui fait qu'on consomme plus l'hiver que l'été. Et quand on regarde la production photovoltaïque, évidemment, c'est le contraire, ça serait trop simple. Si on va vers un avenir où les gens vont utiliser un petit peu plus de clim, par exemple, on sait que ça va avoir tendance à avoir un effet positif malheureusement sur là-dessus. Donc ça va aider un petit peu. Mais il n'y aura pas d'adéquation, on ne sait pas tordre une boucle de production, une courbe de production à la forme d'une courbe de consommation si elles sont orientées dans le mauvais sens. Donc on aura besoin soit d'énergie d'autres sources, c'est-à-dire de complexifier en disant on fait du solaire et de l'éolien plus la grid, soit de se reposer sur une grid avec des tarifs adaptés, soit de faire du stockage, soit les trois. Ok, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il y a un sujet qui est quand même clé, c'est qu'on voit que ça ne peut marcher, ces boucles locales, que si on a une bonne utilisation du numérique, des plateformes, qu'on a accès aux données, qu'on sait gérer ces données. Et en fait, les données sont au cœur du sujet. Donc, peut-être en conclusion, comment vous voyez un peu l'avenir et puis la réplicabilité de ces modèles. Par rapport à ce que j'ai décrit, la différence entre la boucle d'énergie 1.0 et 2.0, la 1.0, on va dire, elle est pas active. En fait, c'est déjà complexe de la gérer parce qu'il faut faire toute la facturation, la gestion
de tous les coefficients de partage d'électricité, etc. La 2.0, elle est réactive, c'est-à-dire qu'on crée finalement un environnement où tout est automatisé, avec de l'IA, effectivement, de l'IA à différents niveaux. Et là, on se retrouve face à une problématique temps réel, de gestion de données temps réel, dont certaines viennent des onduleurs, des prévisions, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a des contrats automatiques. C'est ça, et c'est pour ça qu'on parle de notion de pilotage. La 1.0 n'est pas pilotée. On va dire les gens consomment un peu et on constate après les faits ce qui s'est passé. La 2.0, elle est pilotée, c'est-à-dire qu'on essaye d'envoyer des incitations et on optimise, on contrôle ce qui est contrôlable. Donc c'est ça. Et donc évidemment, pour répondre à ta question, temps réel plus énergie, ça égale confidentialité de la donnée. Problème de confidentialité de la donnée. Est-ce que quelqu'un est chez soi? Qu'est-ce qu'il fait comme usage, etc., etc. Et donc, ça nécessite des systèmes d'information un petit peu réfléchis en termes de gestion de consentement, en termes de... Donc, il y a toute une réflexion en cours. Et en termes d'interopérabilité, il ne s'agit pas de faire un système qui est un système décibel de bout en bout, ou un système, je ne sais pas quoi, ABB, Siemens, Schneider, où il s'agit d'avoir un système où chaque acteur est capable d'amener sa technologie avec un niveau d'interopérabilité lié au monde du temps réel. Donc c'est des choses qui ne sont pas faciles à faire, sont faisables. Le cloud est là pour nous aider, mais ça nécessite, on va dire, un vrai savoir-faire en termes de design, d'architecture, de solutions de pilotage. Il y a un problème de confidentialité, il y a un problème de prise de conscience aussi global qui est lié à ça. Moi, j'ai une première discussion avec un industriel où je lui montre la courbe de sa production et de son chiffre d'affaires à la semaine sur l'année dernière, juste parce que j'ai accès à ces données d'électricité. La première fois, ça fait bon. Alors, il se trouve qu'il s'était pas non plus, voilà, il faisait pas de l'armement pour l'Ukraine, mais quand même, ça interroge les gens. Et il y a pas aujourd'hui, il n'y a pas une grosse conscience de ça. C'est encore pire chez les particuliers, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point vos données de consommation électrique disent des choses de ce que vous êtes, ce que vous vivez, etc., etc. Donc ça, c'est ça. De 15h30 à 16h30, le club solaire métropolitain vous convie pour célébrer les 1 an du club. Voilà, donc convivial d'échanges et de rencontres qui se passera à salle Saint-Clair. Ok, donc je suis trop loin, c'est ça que ça veut dire. Donc il y a un vrai problème de prise de conscience et derrière il y a un problème de moyens d'action. L'interopérabilité c'en est une. On discutait tout à l'heure de la propriété, de qui fabrique les onduleurs, par où passent les données, le fait que la Chine a les moyens d'appuyer et de couper la moitié de l'électricité solaire en France. Enfin, voilà, ces problématiques-là sont des problématiques très importantes qui sont encore pas très bien adressées. Et je pense qu'elles ne sont pas très bien adressées parce qu'on n'est pas encore complètement conscient. Et j'espère j'espère que la prise de conscience se fera pas sur un truc grave. Justement, ces boucles d'autoconsommation collective centrées sur un territoire, c'est aussi le moyen de faire monter la réflexion des particuliers parce qu'ils vont faire partie de la production et partie de la consommation. Et pas simplement aussi appuyer sur le bouton en disant EDF, il pourvoira. Quoi. Et c'est un moyen aussi alors, en plus d'apporter de la résilience sur l'électricité, ça peut en tout cas, ça peut, c'est pas une obligation, mais ça peut apporter de la résilience sur le côté privatif des données. Quoi. On peut aussi imaginer des boucles locales de données qui vont avec ça. Mais je crois qu'il faut qu'on conclue. Mais c'est vrai que par rapport à ce que vous venez de dire, je dirais que la boucle locale d'énergie, la production, le stockage de l'énergie, la gestion des données, c'est un formidable levier social pour fédérer tous les acteurs d'un territoire. Parce qu'en fait, ils sont liés. Ils sont liés à la fois par la production d'énergie, par l'autonomie énergétique, mais également par la notion de gouvernance des données. Les clés de répartition dont tu parlais. Et puis aussi la sécurité informatique, la sécurité des données. Et donc là, on voit qu'il y a un vrai enjeu économique, un enjeu environnemental, mais aussi un enjeu social, politique. Et je crois que c'est pour ça que je suis convaincu que c'est l'avenir. Et merci d'avoir contribué à alimenter ces réflexions. On voit que c'est plus hypothétique, on est dans le concret. Et j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine, parce que là, ça tournera à plein régime. Merci beaucoup.